Bonjour à tous et bienvenue pour ce live cours dynamique. On est toujours dans le temps d'un échange. Salut Brian, tu vas bien? Salut Annabelle, ça va très bien et toi? Nickel. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Alors en ce moment, on est vraiment en pleine période d'examen. C'est là la grosse période pour les professeurs, les apprenants. Donc on a voulu faire un petit cours pour les personnes qui viennent d'arriver sur la plateforme ou qui sont là depuis des mois pour faire de la révision avant l'examen. Enfin, ça peut toujours servir. Donc bienvenue sur ce cours dynamique. Avec nous, on aura Christian, notre tuteur en boulangerie pour assister à ce cours. Donc, qui dit cours dynamique, dit n'hésitez pas à participer. Je regarde À tout poser, le monde. ouais, Donc, bonjour à à poser tous. des questions Mm. sur le chat. Ouais, Surtout, faites comme voilà, Laetitia et Vincent. Dites-nous quelle formation vous suivez parce qu'on a ouvert le live à tout le monde. Donc, oui, c'est intéressant pour nous de savoir si vous êtes en boulangerie, pâtisserie, cuisine, chocolat. Voilà, là, vous êtes des apprenants de l'EISF, tous ensemble, pour apprendre effectivement autour aujourd'hui du blé et de la farine. c'est ça, tout à fait. Bonjour Christian. Bonjour à vous, bonjour à tout Bonjour le monde, Christian. bonjour à Alors, tous. j'espère que oui, qu'il va y avoir beaucoup de monde. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est comme un cours en direct. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut répondre à vos questions en direct. Si vous avez eu des questionnements pendant ce cours, je vous invite également à prendre un papier, un stylo, parce que comme un cours, on prend des notes et tout n'est pas écrit. Et le but, en fait, vous avez le cours qui est à disposition dans la formation boulangerie et CAP pâtisserie, donc le cours sur le blé, la meunerie et la farine. Et là, l'avantage, c'était de l'ouvrir à tous pour, on va dire, les personnes qui n'ont pas ce cours-là, pour connaître les essentiels de la farine, même si c'est facultatif pour certaines formations. Mais pour les personnes qui l'ont dans leur cours, c'est complémentaire en fait d'avoir un cours en direct. Mhm. Pareil, n'hésitez pas à nous dire si ce format-là vous a plu, car pour savoir si on doit continuer ou pas. Donc ça peut être très intéressant. Donc le but, c'est vraiment d'interagir ensemble pour ce cours et prendre des notes pour mémoriser l'essentiel des informations, mais même peut-être des choses que vous n'avez pas forcément compris quand vous avez lu le cours, ou même des fois on lit, mais on retient pas toutes les informations. Donc est-ce que vous avez bien retenu les bonnes informations clés? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un autre format pour notre cours sur le blé. C'est ça. Donc on va... ah oui, donc la culture du blé, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'homme en fait il cultive le blé depuis la néolithique. Hein. C'est la culture en fait la plus ancienne qui existe. Et il provient de la Méditerranée orientale et en fait il s'est répandu en Chine et puis il a été importé en Amérique par les Européens à partir du XVIe siècle. C'est une céréale qui exige du soleil, une terre riche et une bonne humidité et un climat tempéré. Oula, pardon, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs semées. Il va y avoir la semée en octobre-novembre. On va appeler ça le blé d'hiver, qui est majoritaire en France. Et on a le blé qui est semé en mars et avril. Et là, on va être sur du blé de printemps. Et en fait, tout ce blé, il est moissonné, c'est-à-dire donc récolté, battu et mis en silo au mois de juillet. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un silo et est-ce que tout le monde avait assimilé le fait qu'il y avait différentes semées dans le mois? Et pareil, Christian, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, tout d'abord, il y a la préparation des sols, Oui, c'est important. Ensuite, il y a les semis, comme tu dis, le blé d'hiver et le blé de printemps. Il y a un apport d'azote et de potassium pour fertiliser les champs. Et il y a aussi les protections contre les maladies. Donc, il y a des variétés plus résistantes maintenant. Et donc, la récolte se fait quand le blé est à maturité, c'est-à-dire vers le mois de juillet et août, enfin début août, fin juillet, début août. d'accord. Ensuite, bon, les différentes variétés de blé, il y a les blés tendres. Oui, ça, on va le voir juste après. On a le slide juste par rapport au silo.
Euh, donc la France. Ah, j'ai entendu quelque chose? Non. La, la France est le premier pays producteur du blé tendre en Europe. On est à 39 millions de tonnes de blé tendre produites en 2019, par exemple, en France. Et on est deuxième au rang européen et dixième au rang mondial en production de farine. Et donc, comme je vous disais, ce blé, il est stocké en silo. En fait, les céréaliers, les personnes qui récoltent le blé vont le ramener en fait en tracteur. Ils arrivent en fait devant les entrepôts et là, ils arrivent et ils doivent en fait un petit peu donner un échantillon de leur blé. Et il faut absolument que le blé il ait une humidité inférieure à 15%, entre 15 et 16% d'humidité maximum. Sinon, le blé ne peut pas être stocké parce que s'il a trop d'humidité, forcément, ça peut moisir et ça peut mal se conserver. Donc, on a les silos. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière et qui ont assisté au live, vous avez vu que les silos étaient en toile. On peut avoir des silos métalliques. Est-ce que tu connais d'autres types de silos, Christian? Non, à part métallique et en toile, non, je ne sais pas. Voilà, donc en fait, ce sont vraiment des gros containers pour stocker, euh, pour stocker les grains de blé avant la mouture. Donc là, on va venir sur le slide d'après, du coup. Donc, comme tu disais, Christian, je te laisse continuer sur les blés tendres et le blé dur, les deux types de blé. Alors, les différents types de blé, justement, il y a les blés tendres qui, dans les zones tempérées, alors, blé et froment, c'est la même chose, parce que quelquefois on se pose la question, et c'est dans des températures de 20 à 25 degrés. Okay. Ensuite, on a les blés durs, dans les climats chauds et secs. On a les blés améliorants et dits de force, c'est dans les sols fertiles pour garantir un taux élevé de protéines. Et bon, ça, c'est comme par exemple au Canada ou dans ces endroits-là. Il y a les variétés spécifiques selon les résistances aux maladies, parce que donc c'est des blés qui sont plus résistants justement à toutes ces maladies et tous ces insectes. Et donc ces variétés-là, on met aussi moins de pesticides. D'accord. Et si on devait résumer, en fait, les blés tendres, on va les utiliser pour quoi, du coup? Alors blé tendre, c'est pour la boulangerie et pâtisserie. Voilà. Blé dur, ce sont les pâtes et les semoules. Les, les améliorants, ce sont justement des blés qu'on. Alors nous, en France, on a des blés qui ont moins de force. Donc, on va rajouter des blés, des blés de force, justement, pour compenser ce manque. Et donc, voilà. Donc, c'est au niveau de ce qu'on peut trouver comme blé, des différentes variétés. D'accord. Voilà. Allô, allô? Oui, 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 on t'entend bien, on t'entend bien. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pour l'instant tout est clair? N'hésitez pas à poser des questions pendant le cours. Faut pas être timide parce que vraiment l'avantage d'être en distanciel, c'est. Ah, alors on a Fanny qui nous pose une question. Quel type de blé on ajoute pour donner de la force? Et d'où vient-il? Alors, c'est des blés qui viennent surtout des pays comme le Canada. Donc, alors le nom, c'est. Je n'ai pas le nom en tête, hein, mais il y a plusieurs noms de blé, justement, parce que dans une farine, c'est plusieurs blés qui sont mélangés. Donc, la sélection est réalisée par le meunier en fonction de leur qualité. Et si le meunier, par exemple, il reçoit un chargement et que son blé il est trop humide, il peut le renvoyer. Donc voilà. Donc alors je n'ai pas le nom exact du type de blé mais je sais que c'est souvent au Canada ou dans les pays comme ça. C'est pas le mitadin? Possible, mais il y a la tête, mais bon, ça peut se retrouver. Hein. Oui. En tout cas, ce qui est important à retenir pour le CAP, ce sont le blé tendre et le blé dur. Merci Fanny pour cette question. Ensuite, on va voir la coupe
Et de quoi se constitue un grain de blé? Donc là, on est sur un schéma très simplifié d'une coupe de grains de blé. Il faut savoir que le grain de blé a plusieurs enveloppes, mais ça, on le voit après. Mais sinon, il est constitué, donc on peut voir sur le dessus un petit peu, ça s'appelle la brosse. Ensuite, on va avoir les bosses ventrales. On va avoir le sillon, ce qu'on voit en fait la fente au milieu, et le germe. Donc ça, ce sont vraiment, on va dire, les éléments importants à connaître. Ça peut tomber facilement, par exemple, à l'examen où on demande, on a une photo d'un grain de blé, il faut compléter, il faut relier avec ces éléments-là. Donc là, pour le coup, c'est vraiment simplifié, il y en a que 4, mais en général, quand il y a ce genre de coupe, on n'en demande pas plus. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la longueur d'un grain de blé est entre 7 et 9 millimètres, la largeur entre 3 à 4 millimètres. On est sur une épaisseur de 4 à 5 millimètres et le poids 30 à 50 alors, milligrammes, ça me semble... oui, milligrammes. Si. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que l'enveloppe, elle représente 13 à 16% du poids total du grain. L'amande, donc c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'amande farineuse, c'est ce qui contient tout l'amidon et le gluten, donc 82 à 84% du poids total. Et on a le germe qui constitue 2 à 3% du poids total du grain. Après, on peut vous parler un petit peu des enveloppes aussi. Hein. Donc, des enveloppes, Christian, on en a combien? On en a 6? 6, oui. Alors, donc, les détails, on a l'endocarpe. Alors là, c'est un peu plus complexe. L'endocarpe, l'épicarpe, tégument ouais. Donc, ils sont détaillés. Ça, c'est important. Alors, faut quand même l'apprendre. Pour moi, ça me semble un minimum essentiel quand même, les enveloppes du grain de blé. Il y a des petits moyens mémotechniques aussi. Il me semble qu'on en avait parlé. Ensuite, ce blé, il est dans nos silos. Donc, il est contrôlé par rapport à son humidité. Et il va être ensuite donc transformé comment on passe en fait du grain de blé à la farine. On appelle ça en fait la mouture. Donc d'abord, ce blé, il est nettoyé. Débarrassé, oui. Bon, il est débarrassé des impuretés, de cailloux, des ficelles, des débris végétaux qu'on peut trouver dans le blé, justement. Ensuite, il est assoupli. Il est humidifié afin d'assouplir l'enveloppe. Et après, ça sera la phase de la mouture. Donc ça, c'est d'abord le nettoyage en premier. Le nettoyage en premier, donc 2 phases. Donc on a le nettoyage et la mouture. La mouture, en fait, on a en général c'est 8 étapes, mais ce qui est important de retenir pour les CAP, c'est les 5 étapes primordiales qui sont souvent demandées. Tu me coupes pas, Christian, si je dis que là-dessus tu as plus d'expérience que moi, mais c'est vrai que ce qu'on nous apprend en général, il faut vraiment apprendre les 5 étapes. Voilà. Ces 5 étapes. Donc on a l'étape 1, le broyage. Oui. Le broyage qui permet justement d'assouplir l'enveloppe et de pouvoir extraire le grain. Parce que si c'était trop sec, il y aurait des morceaux d'enveloppe qui seraient dans le broyage et ce serait pas bon. Donc le broyage, c'est juste... ensuite, ça passe au buttage, séchage. Ce sont des périodes ce sont des tamisages pour des périodes... Enfin bon, en général, c'est des périodes de tamisage. Le claquage, c'est des rouleaux plus lisses. Alors, le broyage, ce sont des rouleaux cannelés. Hein. Oui. Justement. Ce sont, il y a 2 méthodes, on va le voir après. Il y a les cylindres métalliques et autrefois, c'était dans des pierres, c'était moutu à la meule de pierre, en général en silex, parce que c'est une pierre qui écrase bien le grain. Et effectivement, elles sont bien cannelées afin de bien broyer le grain. Voilà, il y avait une partie fixe qui restait, c'était la pierre qui était striée,
et l'autre par-dessus qui tournait, elle était mobile et elle était lisse. Tout à fait. Le blutage, lui, il sépare le produit du broyage en fonction de leur taille. Avec la machine, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du planchisteur. En fait, c'est une énorme machine qui est remplie de tamis de différentes en fait largeurs, comme vous avez des tamis en fait qui sont plus ou moins écartés. Donc là, c'est pareil. En fait, plus la farine descend, plus c'est serré pour vraiment laisser passer que la partie qui nous intéresse et pour débarrasser des enveloppes. On a le sassage qui classe en fait les semoules obtenus en fonction de leur qualité. C'est un tamis en biais qui vibre et qui est traversé par un puissant courant d'air. Et ensuite, comme l'a expliqué Christian, claquage et convertissage. Ces deux étapes sont effectuées par des cylindres, cette fois-ci lisses, qui vont réduire progressivement les semoules obtenues en farine. Et ces opérations, en fait, se poursuivent et se renouvellent jusqu'à ce que les grains soient totalement traités. Donc, petit moyen mémotechnique, si vous voulez apprendre les 5 étapes. Je sais pas si c'est... Est-ce que tu avais la technique de Brigitte Bardot sans culotte courte? Non, Non. Mais bon, c'est une... C'est pourtant à Ferrandi que je l'ai appris, celle-là. Ah ouais, mais non, on n'aurait jamais dit ça aux élèves. C'est vrai? Ah, c'était un autre Christian, pourtant. Tu connais? Oui, il est. Donc, du coup, oui. Alors, Brigitte Bardot sans culotte courte, pourquoi c'était ma petite phrase pour reconnaître? C'était B, B. Oui. C, S et C, C. Et ça me permettait en fait de reconnaître broyage, blutage, sassage, claquage, convertissage. Après, vous pouvez avoir la méthode que vous voulez, ou si vous vous pouvez juste mémoriser B, B, S, C, C, et après ça va dans l'ordre, mais vraiment broyage, blutage, sassage, claquage, convertissage. Donc ça, ce sont vraiment les étapes. Et on peut voir en fait en haut à droite des cylindres métalliques un peu industrialisés. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, donc il y a 2 types de moutures. Donc, la mouture moderne sur cylindre métallique. Et là, on peut voir à l'intérieur, en fait, la mouture traditionnelle sur meule de pierre. Où on voit bien les stries. Il faut savoir que le meunier aussi, on l'avait vu la semaine dernière, il est meunier, mais il est également tailleur de pierre. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, cette pierre va s'abîmer et se lisser. Et donc, il faut tailler la pierre. À mon avis, je me souviens plus la fréquence, ça doit se faire peut-être 1 à 2 fois par an, mais il faut tailler cette pierre pour qu'elle s'occupe bien de moudre le grain de blé. Ah, alors, on a une question de Vincent qui nous dit à quel moment le germe est retiré. Est-ce que tu sais? Justement, oui, c'est alors pour la mouture traditionnelle, il n'est pas retiré. D'accord. C'est pour ça que c'est conservé moins longtemps. Donc, et sinon, c'est à la fin qu'il est retiré. Enfin, dans l'opération de classement qu'il est retiré, le germe. D'accord. Oui, c'est ça. Ouais, au niveau vers le convertissage. Tout à fait. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez à quoi correspondent les types de farine? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout ça? Christian va nous faire un petit débrief là-dessus. Comment on détermine un type? Qu'est-ce qu'un type de farine et qu'est-ce que ça change en fait dans notre farine en termes nutritionnels et même de force ou autre? Donc, je vous laisse juste quelques secondes. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? On a Christelle, Fanny, Vincent qui sont, on a même Laetitia qui sont là. Alors là, on a des personnes qui ont accès au cours, donc normalement qui devraient connaître. Est-ce que vous avez déjà vu ce cours? Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas du tout et au contraire, on est là pour justement vous l'apprendre. J'attends un petit peu. Il y a des petites réponses. C'est comme en classe, on doit faire participer. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. À quoi correspond le T? Donc, quand on dit T45, T65, le type. À quoi le T? Le type de farine. D'accord. Mais pourquoi T?
Genre, type, donc T, c'est pour type, c'est ça? Oui. Mmh. OK. C'est la catégorie, quoi. Oui, le type. Ah, Alors taux de cendre. on a Fanny qui Alors, répond le taux de cendre, point d'interrogation. Le taux de cendre, Laetitia répond par ça. Et Vincent nous dit que c'est l'épaisseur de la mouture et reste d'enveloppe par rapport au type de farine. c'est la quantité de matière minérale qui permet de classer les farines. C'est ça. Donc en fait, on extrait, on prend un petit peu de farine qu'on chauffe dans un four très chaud. Je me souviens plus de la température, mais c'est 1000 degrés, 800 ou 1000 degrés. voilà, entre 800 et 1000 degrés. Et ensuite, cette farine calcinée, il va rester plus que les minéraux, et c'est comme ça qu'on détermine le taux de cendre. Et pour le type de farine, voilà, Christelle le dit, plus le numéro est bas, plus la farine est blanche et moins nutritive, certes, mais elle est plus riche en gluten. Parce Donc qu'en fait, oui, oui. vas-y, La vas-y. type 45, c'est celle-ci justement qui est, c'est pour la pâtisserie, la viennoiserie. Mhm. La type 55, c'est pour la panification courante, 55 et 65, panification courante. 80, c'est plus pour les pains bis, ce qu'on appelle les pains bis. 110, c'est pour les pains plus complets, enfin, pains bis aussi, en fin de compte. C'est des farines qui ont un peu plus d'enveloppe. Et type 150, c'est toute l'enveloppe, quoi. L'enveloppe et tout le blé, quoi, tout le grain de blé. Et alors, pâtisserie et viennoiserie, le taux de cendre est de 0,50. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. La type 55, c'est de 0,50 à 0,60%. Type 65, c'est 0,60 à 0,75. Type 80, 0,75 à 1. 110, c'est 1 à 1,20. Et 150, c'est 1,20 à 1,40. Et alors, l'intégrale, c'est ce que je vous disais, c'est surtout sur meule, c'est vraiment la totalité du grain de blé. Donc, Qui est même, broyé. ouais, voilà, qui est broyé. Mm. Donc, Donc ça, c'est plus une farine a un type élevé, par exemple 150, moins elle est élastique parce qu'elle a plus de son, plus de fibres, et donc elle est moins voilà. élastique, elle va moins générer ce réseau glutineux. Alors que c'est Voilà. pour ça qu'on dit qu'on utilise une farine de type 45, très blanche, la farine très blanche, qui est dépourvue presque d'enveloppe, qui va vraiment, elle, créer un réseau glutineux Voilà. important. Plus pour les brioches, par exemple, on s'en sert plus pour les brioches. Enfin, bon, la 55 aussi, hein. On peut s'en servir pour les brioches. La 65, c'est surtout pour la farine de tradition. C'est une farine qui n'a pas d'additif, par exemple. La tradition, c'est autre chose encore. Mm. Et bon, type 80, 110, c'est plus pour les pains de campagne, les pains au levain, et pain complet. Le type 150, c'est plus pour les pains complets. Mais bon, là, je conseille, par exemple, de mettre un peu de pâte fermentée quand on fait des pains complets, justement Oui, pour compenser. tout à fait. Puis c'est Voilà. meilleur. Oui, en plus. Fermentation longue. Alors, comment on choisit sa farine, Christian? Ah, comment on choisit sa farine? Eh oui, il peut y avoir en fait des caractéristiques techniques de la farine et des propriétés aussi organoleptiques, on va reconnaître Oui, visuel. donc c'est visuel. Enfin, c'est surtout le meunier qui choisit ses farines parce que, enfin, le boulanger, lui, il fait confiance surtout au meunier. Donc, bon, il y a organoleptiques, il y a l'odeur, il y a l'odeur, il y a la vue. Hein, faut pas qu'elle soit trop piquée. Le goût aussi. Hein, oui, comme tu veux. Comme sur la couleur, l'odeur, la texture. Faut pas qu'elle soit granuleuse. Enfin, faut qu'elle, quand tu la mets pas sur les doigts, faut que ça soit légèrement, ouais, enfin, comment dire, c'est pas facile à expliquer, mais donc, mais c'est surtout une confiance au meunier, parce que après c'est les essais de panification, parce que Oui,
les meuniers, ils ont des laboratoires où justement ils font des essais. D'accord. Donc, La texture, on pourrait dire qu'elle doit nécessairement être fine au toucher, et en fait, sa granulométrie, elle peut varier en fonction des moulins. On a une farine, ce qu'on appelle plate, c'est une farine lisse et fine, et on a la farine ronde, qui est une farine qui est plus granuleuse. Et plus, en fait, elle est fine, plus elle va absorber l'humidité aussi. oui, plus elle sera fine, ça sera, par exemple, c'est la type 45. Tout à fait. On va avoir, donc, comme tu disais, la saveur. Donc, les bonnes farines, elles ont un goût doux. Il faut pas qu'elles aient un goût âpre. Les farines, en fait, avariées, elles ont un goût rance ou amer. Oui, oui, justement, c'est à cause justement du germe. Donc, D'accord. elles ont bon, Pour après, l'odeur, il faut que ça soit. En fait, il faut pas qu'elle ait d'odeur. Si il y a une odeur de farine, elle a enfin, quand même une petite l'odeur odeur en fait du particulière. blé, mais il faut pas qu'il y ait une odeur forte, en fait, c'est ça. Voilà, c'est une odeur agréable, mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Et pour la couleur, on a dit blanche à grise en fonction de la pureté. Et Et du choix de, par exemple, une type tout à 80, là, elle sera plus foncée. Donc c'est aussi le choix du boulanger, ce qu'il veut faire avec. Mm. Bon, Il y a c'est les vrai que, farines pardon. bleutées. Bleutée, c'est une farine bleutée, ça indique qu'une farine est ancienne et altérée. Mhm. T'as entendu ce terme? Ouais. Ensuite, tu as la farine pigmentée qui révèle une quantité plus importante de son, soit de taux d'extraction et de cendres élevées. Ouais, des enveloppes. C'est par Voilà. exemple, on trouvera ça sur le type 110, type 110 ou 80. Et on a les marbrures, en fait, qui signalent des farines de composition d'âge et différents qui ont été mélangées. Ouais. Donc ça, c'est pour les couleurs. Et on avait une autre, une petite slide juste avant qui explique aussi les caractéristiques techniques de la farine. Du coup, donc ça, tu avais dit le travail du meunier. Donc en fonction du taux de cendre, le taux d'humidité, le taux de gluten, de la force ou la valeur boulangère de la farine et les propriétés de fermentation, les propriétés fermentatives. Et en fonction de ça, c'est comme ça qu'il va créer ses assemblages. C'est un peu comme le vin ou le cacao, en fait, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fonction des différents blés, des différentes farines, il va y avoir un assemblage que le meunier a envie de créer pour la farine qu'il a envie de vendre et pour son assemblage. Voilà, c'est lui qui fait ses choix de blé. Pour créer sa farine Ouais. parfaite. Après, bon, ben, une fois qu'on connaît un meunier, en général, bon, ben, quand il est bon, on se fie à lui. Quand il est bon, on se fie à lui. Bon. Alors, Fanny nous demande comment on goûte la farine en fait. Bah, tu prends un peu sur le doigt et Et un petit peu sur le bout de la langue, voilà. On mouille le doigt, on prend un petit peu et puis on en prend légèrement un tout petit peu pour goûter et on l'écrase sur son palais pour avoir ce goût, pour voir si elle est encore bonne. Ensuite, ces farines, du coup, il va y avoir la traçabilité. Ce qui est très important dans la traçabilité, c'est si vous avez un problème, tout ce qui est lié aussi à l'étiquetage, avoir une trace en fait par rapport à pour retrouver si jamais il y a un problème. Donc cette exigence en fait de traçabilité, elle s'applique principalement au niveau du céréalier et du meunier. Et ça certifie à leurs clients boulanger-pâtissier une bonne qualité des farines. En fait, on a l'Association nationale de la meunerie française qui a mis en place en fait ces contrats parce qu'il peut y avoir en fait des altérations. Donc tout ça, ça a été c'est bien encadré toujours, et ça permet d'assurer en fait que les blés destinés à la meunerie sont issus une production en fait respectueuse de l'environnement, évidemment, et basée en fait sur les bonnes pratiques énoncées dans la charte de production de blé tendre de l'IRTAC. C'est important aussi de le noter. Pour assurer en fait la traçabilité de ces produits finis, le boulanger il doit conserver les bons de livraison et les factures des fournisseurs. Donc ça c'est
pour tous les produits, mais là on le répète aussi. Il doit aussi conserver les étiquettes de matières premières utilisées qui comportent, en fait, dès que ça comporte une DLC ou une DDM. Et ces documents, en fait, ils doivent être disponibles dans l'entreprise en cas de contrôle. Donc souvent, c'est mis dans un classeur sous pochette plastique où il garde en fait toute sa traçabilité. C'est pareil pour les œufs, c'est pareil pour la crème. Même maintenant, certains fournisseurs, que ce soit pour les œufs ou la crème, il y a une petite bande qui se décolle pour coller directement. Là, vous gardez les emballages. C'est une obligation en fait qui permet de mieux informer le consommateur et prendre des mesures adaptées à la santé publique en cas de nécessité. Et pour le stockage de la farine, donc ce qu'il faut retenir, on a deux choses à retenir. C'est déjà la farine, elle est commercialisée en fait sous 3 formes. On va avoir en vrac. Alors qu'est-ce qu'on appelle en vrac? C'est pour approvisionner le silo à farine du boulanger. Il y a certains boulangers, ils reçoivent pas des sacs. En fait, ils reçoivent carrément, ils ont déjà leur silo. Et là, ils reçoivent en fait leur farine dans des camions citernes. Et le transport se fait comme ça. Ensuite, on va avoir des sacs. Alors, avant, les sacs étaient de 50 kilos. Maintenant, ils Même sont 100 kilos. même Il y a eu 100 kilos, oui. Dans les années 60, c'était 100 kilos. 50-60, ouais. 100 Voilà. kilos. Ensuite, 50, c'est passé à 25. Voilà. Mais on en trouve toujours des sacs de 50 kilos? Tu penses Il y dans en les a certains, mais je pense pas qu'on en trouve Ouais, beaucoup. ça se fait de moins en moins. On peut quand même les trouver, mais on va dire le principal sac, c'est le sac de 25 kilos. C'était pour des soucis de santé parce qu'il y avait beaucoup de boulangers qui s'abîmaient le dos. Après, il y avait le fait que le métier soit de plus en plus Et mixte. les meuniers aussi, parce que Les meuniers, les livreurs, je veux dire. Parce que oui. par exemple, dans Paris, il y a beaucoup de sous-sols. Oui. Et donc, c'était assez dangereux quand même de descendre les marches avec des sacs de 100 kilos ou 50 kilos. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose qu'ils les mettent à 25. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le cacao. Tu vois, le cacao, c'est resté à 65 kilos. On ne sait pas pourquoi, mais c'est resté comme ça. Et donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être, donc en général, pour le milieu professionnel, ça va être en général des sacs de 25 kilos. Après, pour les grosses entreprises, en vrac. Et dans le commerce, on va les trouver en sachet, donc de 500 grammes ou 1 kilo en général. Bon, et après, vous avez des conditionnements mixtes. Hein. J'ai déjà vu des petits sacs de 5 kilos de farine ou autre. Mais on va vraiment, là, le but, c'est de retenir l'essentiel. Donc, c'est vraiment ces 3 formes de stockage, de commercialisation. Donc, en vrac, en sac de 25 kilos et en sachet de 500 grammes ou 1 kilo. Et ensuite, ça très important, alors ça c'est beaucoup demandé en CAP, alors que ce soit pâtisserie ou boulangerie. Je trouve que cette question elle est assez redondante. C'est que ça soit pour n'importe quel ingrédient, mais vraiment le stockage. Où on le stocke, comment on le stocke. Donc là, on peut voir en fait vraiment les 4 fondamentaux. On dit dans un emballage hermétique. Il peut y avoir les fameuses mites. Les mites de farine, ça peut venir très vite. Et quand vous avez un sachet qui est infecté, c'est l'horreur parce qu'il faut carrément désinfecter tout l'économa, toute la réserve sèche avec un produit, avec une poudre. C'est vraiment assez contraignant pour le boulanger. Je l'ai déjà vécu, c'est vrai que c'est quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important, même chez vous, il faut que ça soit fermé hermétiquement. Aussi, on préconise dans un local sec et aéré. Faut pas que ça soit vraiment, faut que ça soit aéré. Protéger des rongeurs. Alors, c'est-à-dire, on ne stocke jamais un sac de farine à même le sol. Il faut toujours qu'il soit légèrement rehaussé, même si pour des questions de poids pour les stockages, si c'est légèrement rehaussé. Mais il faut pas que ça soit stocké à même le sol. Ça, on ne sait jamais s'il y a l'humidité qui peut ruisseler ou autre, et pour protéger des rongeurs. On a parlé des mites, il y a également les rongeurs. Et il faut appliquer la marche en avant, c'est-à-dire que en fait, faut vraiment, c'est la règle du premier entrée, premier sorti. Non. Gestion des stocks. Oui, voilà. Non, là, ça veut pas. Ah oui. En fait, en gros, quand vous venez de mettre un sac, il faut pas le mettre juste devant, il faut le mettre derrière pour créer une rotation, parce que sinon, vous prenez à chaque fois ce qu'il y a devant.
Donc là, c'est pas bien. Et donc la marche en avant, faut vraiment le faire pour tout type de produit, hein, que ça soit la crème, le lait, le beurre. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit de la nouvelle marchandise, il faut la mettre vraiment derrière les autres afin de vraiment être dans ce qu'on appelle la marche en avant et que ça aille dans le même sens de Et consommation. avoir un local exprès, parce que j'ai vu beaucoup de boulangers aussi qui entreposaient leur farine près du four. Ah oui, Et c'est vrai qu'avec avec la chaleur, ça altérait la farine. Donc ah oui. il faut faire attention de ne pas la mettre n'importe où. Ne pas la mettre n'importe où. Donc l'idéal, voilà, c'est dans un. Si on peut avoir un économa ou une pièce exprès avec toutes les matières sèches, les poudres d'amande, tout ça, parce que c'est des produits assez sensibles et enfin sensibles, c'est-à-dire c'est moins sensible parce qu'il y a quand même peu d'humidité, mais c'est bien d'avoir en fait une réserve sèche, ce qu'on appelle la réserve sèche. C'est là où on stocke tout. Ensuite, donc l'étiquetage de notre farine. Il y a des choses qui sont obligatoires d'étiqueter sur une farine, donc on en a parlé tout à l'heure par rapport à la traçabilité, ça fait sens. L'étiquette en fait du sac, c'est vraiment en fait la carte d'identité de votre farine. Donc on a le nom du meunier dessus, donc ça faut vraiment mettre le nom du meunier ou de l'entreprise et son adresse. On a la dénomination de vente, pardon. Par exemple, farine de gruau, farine T55, T45. Le type de farine aussi. La date de fabrication. La date de durabilité minimale, donc la DDM. Le poids. La liste complète des ingrédients, car oui, des fois, dans certaines farines, il n'y a pas que du blé. N'est-ce pas, Christian? Il peut y avoir des fois des farines avec des additifs. C'est pour ça que, par exemple, la baguette de tradition, il y a un décret qui a été posé dessus. Hein, elle est protégée. Elle est protégée. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des additifs dedans. Un Souvent. décret un décret de 93, ça, Oui, on peut poser la question. oui, c'est vrai. Le décret de 93 par rapport à la farine de tradition. Quand vous prenez une farine de tradition, il ne faut pas qu'elle ait, c'est de l'acide citrique, non? Enfin, il faut pas qu'elle ait un acide ascorbique, pardon. Donc elle est, parce que l'acide ascorbique, en fait, qu'est-ce qui génère sur la farine? Ben, c'est-à-dire que ça donne de la force. Ça donne, D'accord. et donc, on n'en a pas normalement. La farine de tradition, c'est une farine sans rien, sans additifs. Aucun d'ailleurs. Voilà, sans additifs. Parce que c'est vrai que de plus en plus, les meuniers en mettent pour faciliter le travail du boulanger. Donc, on peut avoir des petits additifs comme ça ou déjà des petites choses pour vraiment je sais pas moi, que la farine, enfin que la pâte fermente plus vite ou pour la stabiliser. Donc, c'est important en fait d'avoir la liste complète. Le numéro de lot si jamais il y a un problème justement de farine pour la traçabilité et un mode d'emploi pour les farines composées comme celles utilisées dans la fabrication de pains spéciaux. Alors, on a une question de Fanny qui dit « Je ne comprends pas bien la différence entre le taux de gluten et la force d'une farine. » Le taux de la force d'une farine, c'est l'élasticité, la ténacité. Enfin, trois choses. L'élasticité, la ténacité et, et le. C'était avec quoi tu m'as dit? J'ai pas. En fait, entre le taux de gluten, mais le taux de gluten, ça n'existe pas, on dit le taux... Ouais, ouais. c'est le type de farine, et plus on va dire, plus le type est Ouais, bas, c'est plus deux c'est choses. riche en Ouais. gluten, mais elle a marqué entre le taux de gluten et la force d'une farine. Bah, c'est deux choses différentes. Le taux de Je pense le, que elle voulait peut-être dire le type de farine, entre le type de farine et la force d'une farine, peut-être. Je sais pas, Fanny, aidez-nous. Donc, comment tu détermines la différence, la force, la force d'une farine? C'est ça. c'est la ténacité, et la facilité à l'allonger aussi, l'élasticité. Mhm. C'est trois choses différentes. Hein. Mais le taux de gluten, bah, c'est le pourcentage de gluten qu'il y a dans une farine, mais ça n'a rien à voir ni l'un ni l'autre. Enfin, les deux sont ouais, c'est pas la même chose, quoi. Donc, Ouais, d'accord.
Ça passe, ouais. Attends, je regarde un truc en même temps. Et elle nous dit sur le schéma où il y avait les 5, c'est sur ce schéma-là. En fait, c'est pas. Peu de cendre. Ah oui. Ouais, je connais pas ce schéma. C'est ce que tu mesures avec l'alvéographe de Chopin. Le Chopin, oui. La force boulangère. Oui, c'est par rapport à l'élasticité. En fait, il y a des appareils de mesure. En fait, alors, bah, il y a 4 qui nous demandent comment mesure-t-on cette force. Alors, cette force, elle est mesurée en fait avec une machine qui s'appelle l'alvéographe de Chopin. C'est un appareil qui mesure en fait la pression d'air nécessaire à la déformation d'un pâton. Tout simplement, on met un petit bout de pâte. Voilà, dans un petit appareil. Lui, va gonfler et il va créer comme une bulle de chewing-gum. Et en fait, au bout d'un moment où la bulle en fait s'éclate, c'est comme ça, c'est mesuré et c'est comme ça en fait qu'on mesure la force boulangère. On mesure en fait la quantité d'air insufflé dans la pâte jusqu'à sa rupture. Donc l'alvéographe de Chopin, en fait, il mesure la résistance d'un pâton à la pression d'air, on dit le P, le volume d'air insufflé E et de la pâte qui peut retenir grâce à l'élasticité du gluten. Et en fait, en général, ils font P fois E, ça fait la farine de force, une farine de force moyenne à un W, donc le W c'est le résultat de P fois E, c'est 180. Mais là, on est en dehors, on va dire, du cours. On vous le dit, mais ça dépasse le CAP, là, on est dans le technique. Et ensuite, il va y avoir un petit graphique. On peut leur demander juste le nom des appareils. Hein. Par exemple, au CAP, on peut leur demander... l'alvéographe de Chopin ? Juste le nom de l'appareil. Oui. À quoi ça sert, l'alvéographe de Chopin? Eh ben, l'alvéographe de Chopin est un appareil qui mesure, en fait, la force boulangère. Voilà, donc c'est ce qu'on leur demandera. Oui. D'accord. Alors, peut-être pas en CAP pâte, mais peut-être en CAP boule, alors. CAP boule, oui. Ouais, d'accord. Traçabilité. Et ensuite, on va voir les différentes farines de blé. Enfin, tous les cours, là, du coup. Alors, la farine de blé que Christian a appelée tout à l'heure, on peut dire blé ou froment. C'est une farine en fait qui a un usage très spécial, on l'a dit. Elle est blanche et peu forte. Elle est utilisée en pâtisserie, en biscuiterie. On l'a vu tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'a dit Christian tout à l'heure. La farine de T55, c'est une farine ordinaire. On va avoir la farine de gruau, farine de force. Elle a vraiment une forte teneur en gluten. La bise, enfin tout ça, tu l'as dit tout à l'heure. Et de quoi? On s'en sert surtout pour la brioche. Oui. Les pâtes levées, oui. Ensuite, les autres farines, il est possible en fait de produire de la farine à partir d'autres céréales. Hein, on le sait, hein, de plus en plus, même avec toutes les intolérances au gluten, le côté nutritionnel. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à tout ça. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, on n'y pensait pas trop, mais il faut savoir qu'on a d'autres farines, comme la farine de riz, la farine de châtaigne, la farine d'orge, la farine de soja. On a la fécule de pommes de terre, farine de petit épeautre, manioc, sarrasin, maïs, seigle. Alors, quand on parle de pommes de terre ou de maïs, on ne dit pas farine, mais un produit en fait amylacé parce qu'en fait ils ne contiennent pas de gluten. Donc voilà. Le sorgho aussi qui est utilisé. Le sorgho, oui. Alors si on veut faire par exemple du pain au maïs, oui. on doit rajouter quand même de la T55 ou de la T65, sinon ça fait des galettes, hein, comme le sarrasin par exemple. Oui. Le riz, la galette de riz. Bah, si on veut faire du pain
il faut rajouter. Un petit peu. On peut pas avoir 100%, même pour de la farine. Ouais. J'ai déjà vu, moi, des baguettes au sarrasin et en fait, par exemple, ils mettent environ maximum 30% de farine de sarrasin. Voilà. Pas plus, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que il y a pas de gluten, c'est vraiment de l'amidon. Il y a le petit épeautre aussi. Oui, j'ai dit le petit épeautre, ouais. Ah oui, ou en grain, ça s'appelait en grain. D'accord. Ah, mais il C'était- y en a plein, hein, de toute façon. Là, on a dit, oui, le seigle, le riz, l'avoine, la farine de fèves aussi, la farine de fèves, sarrasin. ça, ce sont des additifs, ouais. Comment? La farine de fèves, on s'en sert par exemple pour le pain, pour le pain courant. D'accord. C'est un additif aussi pour le blanchiment. Et le malt aussi, on se sert. Tout ça, ce sont par exemple pour les croissants, le malt, on met du malt aussi dans les croissants. Oui, d'accord. Donc ça peut être, ce sont des additifs. Hein. D'accord. Alors, on va répondre à vos questions et après, on va vous faire un petit quiz pour valider un petit peu les acquis. Donc, on a une question de Christelle qui dit le taux de gluten donne la teneur en protéines de la farine? Oui. D'accord. Oui. J'étais pas sûre. Alors, on a Christian qui nous demande, on s'attend quand même à ce qu'une farine forte contienne un peu plus de gluten? Non. Bah oui, vu que en fait, on s'attend quand même à ce qu'une farine forte contienne un peu plus de gluten. Oui, si elle a elle est plus forte si elle contient plus de gluten. Enfin, Et il y a Fanny qui dit, ça me semble très lié aussi. Pour moi, la force est la capacité à développer le réseau glutineux. Oui, tout à fait aussi, ouais. Tout à Oui, fait, c'est ça. l'élasticité, la ténacité. Ouais. Exactement. On a Adrienne qui nous dit, la farine dite de blé noir, c'est une farine de sarrasin. Tout à fait. Mmh. La farine de blé noir ou sarrasin. On a Christelle qui nous dit la farine de blé noir et la farine de... Ah oui, donc ils se sont auto-répondus. Donc, on va pouvoir passer maintenant au quiz. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de quiz, vous allez voir en fait un petit... là où vous avez le chat avec marqué audience, vous allez avoir un autre onglet avec marqué sondage. La question va s'afficher sur l'écran principal. Il faut pas être en grand écran. Hein. Il faut se faut mettre pas être en en petit. grand écran, il faut laisser Ouais. en fait le sujet de conversation et vous allez sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre. C'est un quiz, je répète, et je le dis à chaque fois pour ceux qui savent pas, anonyme. Donc, jouer le jeu, c'est pas grave, on va pas savoir qui a Non. mal répondu ou pas. C'est Ça ça. va juste nous donner un pourcentage pour voir si valider les acquis, pour voir où vous en êtes ou autre, ou même pour vous, même c'est pas grave si on se trompe et qu'on connaît rien du tout, qu'on n'a pas étudié encore le cours sur la plateforme et que on veut tester sa culture là avec déjà le petit cours qu'on vous a donné aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est complètement anonyme, faut juste cliquer et nous on va juste avoir un pourcentage parmi toutes les réponses. Christian ne donne pas la réponse. Christian ne donne pas. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est ça. Alors, on va lancer la première. Alors, quel est le principal constituant de la farine de blé? Nous avons l'eau, l'amidon, la cellulose ou le gluten. Donc, vous cliquez bien sur l'onglet sondage. En plus, la première question, ça fait le tour de chauffe. Vous voyez? C'est pour voir, voilà, vous allez bien capter où se trouve la chose. Et grâce à ça, en fait, vous allez cliquer. Donc, je répète également qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse de possible sur ce sondage en ligne. On ne peut pas avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Quel est le principal constituant de la farine de blé? On vous laisse quelques secondes pour répondre. N'ayez pas peur, c'est pas grave s'il y a des erreurs ou autres. C'est le but de s'entraîner parce que c'est des fois en se trompant qu'on apprend. Donc, n'ayez pas peur justement de faire l'erreur. Allez, c'est parti. C'est un bon entraînement pour le CAP. Exactement. Alors, on a 0% d'eau, donc ça c'est bien. Donc la bonne réponse était effectivement l'amidon. On a eu 58% de bonnes réponses.
Ensuite, on a eu 16% de personnes qui ont répondu la cellulose et 25% de gluten. Alors, ce qui constitue le plus, c'est vraiment l'amidon. C'est le plus présent. Oui, Le 75, 72. pourcentage, c'est quoi déjà 65, 72. Voilà, entre 65 et 72% d'amidon dans un grain de blé. Alors, super. Question suivante. Donc, comme ça, c'est bien. Ça vous fait réviser. C'est génial. Parce que quand il n'y a que des bonnes réponses, c'est très bien. Mais c'est bien aussi de voir les erreurs pour travailler dessus. Quelle est la partie du grain de blé utilisée pour produire de la farine blanche? Quelle est la partie du grain utilisée pour produire la farine blanche? Le germe, le son, l'amande farineuse ou l'enveloppe? Je peux pas faire la petite musique. Oui, il faudrait faire la musique. Allez, c'est cadeau ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On attend encore 2 Quelques petites secondes. secondes. Ouais. Puis même si vous n'avez pas eu le temps de répondre, il n'y a pas de souci. Alors, la réponse correcte était bien évidemment l'amande farineuse. Super, on a 91% de bonnes réponses. Donc, c'est effectivement l'amande farineuse. Pareil, si Christian, tu veux développer sur les réponses, des fois ça peut être intéressant, il n'y a pas de problème. Ah, on en a parlé. Quel est le type de farine le plus riche en minéraux? Quel type de farine est le plus riche en minéraux? T45, T55, T65 ou T150? On l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on détermine Avec le type de farine avec le taux taux de de cendre, avec une petite partie qui est extraite et mise dans un four à presque 1000 degrés. Et on extrait du coup les minéraux. Donc, quel type de farine est donc logiquement la plus riche en minéraux? La réponse est... Waouh! Alors ça veut dire que vous avez bien écouté, c'est génial. Type 150, donc forcément, plus il y a d'enveloppes, plus il y a de minéraux. Donc c'est tout à fait ça. Donc 100% de bonnes réponses. Bravo. Donc comme quoi, ça ne sert pas à rien. C'est génial, c'est cool. Au moins, parce que ça peut paraître, vous voyez, même on a eu des questions, on se mélange les pinceaux. Là, au moins, ça veut dire que c'est bien clair pour tout le monde. À quoi correspond le T le type de farine? Non, c'est facile. Hein. T55, T80, etc. Est-ce que c'est le taux d'humidité, le taux de protéines, le taux de cendre ou le taux de gluten? Brian avait posé la question. C'est ça. Et je crois qu'il y a eu la réponse dans le chat. Oui. Ne cherchez pas dans le chat. Hein. Ça va être facile. Ce que vous pensez être la bonne réponse, c'est le but. Alors, à quoi correspond le T dans les types de farine? T55, T80, etc. Le taux d'humidité, le taux de protéines, le taux de cendre ou le taux de gluten? Et la réponse, la voici, la voilà. Nous avons le taux de cendre, 100% de bonnes réponses. Bravo, je vous félicite. Moi aussi. Vous êtes assidus, c'est génial. Enfin, voilà, c'était la classe du jour, c'est trop cool ça. Alors, quel est le rôle principal du gluten dans la panification? Est-ce que le gluten sert à donner du goût, apporter de la... Ah, j'ai pas la phrase en entier, de la consistance, donner de l'élasticité ou accélérer la fermentation? J'ai deviné, mais j'espère que c'était bien ça. Non, Apporter c'est de la ça. couleur. Donner le goût, apporter la couleur, Ah oui, donner l'élasticité à la pâte et et accélérer la accélérer. fermentation. Oui, j'aurais dû prendre les questions plus que tu avais préparé. Pardon. Alors, quel est le rôle principal du gluten?
Là, on va avoir 100% de bonnes réponses. Ouais, mais j'aimerais bien savoir parce que là, on a beaucoup de 100%. Est-ce que tout le monde répond là? Ah ouais, faut jouer le jeu, hein. Non, mais tout à l'heure, on avait quand même, c'était plus mitigé, hein. C'est vrai. Mais là, depuis quelques questions. Mais c'est parce que c'est ce qu'on, enfin, ça veut dire qu'ils ont bien écouté, tout simplement. Ah oui, on a. Ouais, ça m'inquiète. Alors n'ayez pas peur de répondre, hein, c'est pas grave, hein. Parce Promis, que je tu peux réponds pas. savoir combien de personnes participent là au quiz ou pas? Non, je peux pas voir ça. D'accord. Ouais. Alors, ouais, mais ça c'était là, on en a vraiment beaucoup parlé, donc ça ne m'étonne pas d'avoir ce taux de réussite 100%. Donc, la bonne réponse est donner de l'élasticité. C'est ça. Exactement. Alors, question suivante. Donc, le rôle du gluten. Qu'appelle-t-on blutage? Le broyage du grain, le tamisage de la farine, l'ajout d'additifs, le nettoyage des silos. Qu'appelle-t-on le blutage? On l'a vu lors des étapes de mouture du blé. Souvenez-vous, les 5 étapes. Broyage, blutage. Ça répond encore. Encore. C'est pas mal, hein. On est bien. Et ceux qui ont suivi aussi en plus le live de la semaine dernière, je vous invite à le regarder, hein, ceux qui l'ont pas vu, parce qu'on a on a fait un reportage dans un moulin qui travaille uniquement sur meule de pierre, et c'était de la mouture uniquement de blé noir, donc certifié sans gluten. Très intéressant. Donc réponse correcte, le tamisage de la farine. Donc en fait voilà le blutage traditionnel, en fait, c'est comme c'est le tamisage de la farine qui peut être répété jusqu'à 3 fois hein, selon certains moulins et certaines farines. Appelé planchister. Appelé planchister, ça c'est pour la méthode de cylindre, mais en fait Ouais. c'est pas des planchisters dans des moulins en meule de pierre. Donc là Ah, vraiment le planchister c'est le tamisage c'est ce que tu veux, d'accord. la version cylindrique. Ok. Ça, c'est une question qui peut être posée en techno, hein. Oui, le nom, le planchister et aussi le blutage. Enfin, oui, tout à fait, ouais. Alors, question suivante. Quelle farine conviendrait le mieux pour un pain complet? Christian l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la T45, la T55, la T80 ou la T150? Un pain complet. Ah oui, on l'a répété plusieurs fois. Oui, les boulangers, je vous attends. Hein. Ah ouais. Il y a encore des réponses. Ouais, je pense qu'on est bon. Et donc, la réponse correcte était 150. Donc, pain complet, tu l'as à partir aussi de 110, non? T'avais dit quoi? Moi, ce qu'on appelle du pain bi. Ouais, le pain bise. C'est Je crois que ça se disait bise, moi. ouais, non, c'est surtout pour les pains. Oui, la farine bis, mais le pain bi, c'est surtout les 80 et 110, c'est pour les pains bis, les campagnes par exemple. D'accord. Et type 150, C'est c'est pour vraiment le pain complet. Et type 170, c'est surtout, tu sais, justement, les meules de pierre, c'est l'intégrale. Oui. Et ça, bon, c'est encore c'est le gras entier. Le grain entier. Ok. Question numéro 8. Quelles sont les deux sortes de moutures réalisées en meunerie? On a la mouture lente et la mouture rapide, la mouture sèche et la mouture humide, la mouture sur meule et la mouture sur cylindre, et la mouture à froid et la mouture à chaud. Alors, Là, je répète. j'en vois Quelles sont 4. les deux sortes de moutures? J'en vois 4 sur le. Ouais.
On va avoir soit mouture lente et mouture rapide. Donc là, ça, c'est la réponse, on va dire, à petit A. Petit B, mouture sèche et mouture humide. Petit C, mouture sur meule et mouture sur cylindre. Et petit D, mouture à froid et mouture à chaud. À chaque fois, c'est un binôme. Quelles sont les deux bonnes sortes de moutures réalisées en meunerie? Pareil, on les a vues tout à l'heure en cours. J'attends pour... Et la bonne réponse est bien sûr, donc c'est bien, vous avez bien écouté. Ah, il y a eu quand même un petit peu... ah oui, sèche et humide. Ah oui, alors je pense que ça... Je me suis dit, il va y avoir des réponses là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a parlé qu'on nettoyait le grain de blé. Ah oui. Oui, je pense. Mais les deux types de moutures, ce sont bien la mouture sur meule de pierre et mouture sur cylindre métallique. Donc sur soit meule de pierre ou cylindre métallique. Et c'est le nettoyage en fait où il a parlé qu'on humidifie, on humidifie le grain à la fin pour qu'il se gonfle et pour enlever plus facilement les enveloppes. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'un bon blé? Un bon blé pour le boulanger. Attends. C'était ça que tu voulais dire? Est-ce que j'ai pas la même question? Ah oui, un bon blé. Donc un blé riche en amidon et pauvre en protéines. Un blé dur à faible taux d'humidité. Un blé tendre avec un bon taux de protéines et une bonne force boulangère. Ou un blé destiné à l'alimentation animale riche en fibres. Donc là, c'est vraiment spécial boulanger, celle-ci, parce que c'est un peu complexe pour les pâtissiers. Après, vous pouvez répondre, hein, avec plaisir. Je répète, qu'est-ce qu'un bon blé pour un boulanger? Est-ce que c'est un blé riche en amidon et pauvre en protéines? Est-ce que c'est un blé dur à faible taux d'humidité? Ou bien un blé tendre avec un bon taux de protéines et une bonne force boulangère? Ou un blé destiné à l'alimentation animale qui, lui, est riche en fibres? Et la bonne réponse est la réponse C, c'est-à-dire un blé tendre avec un bon taux de protéines et une bonne force boulangère. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment appelle-t-on la transformation du blé en farine? Fastoche. La panification, la fermentation, la mouture ou l'extrusion? L'extrusion. L'extrusion? L'extrusion. Je pense que j'en ai fait rigoler plus d'un là. Il y a un piège là, je trouve. Ah ouais? Ouais. Comment appelle-t-on la transformation du blé en farine? Bah, il y a un piège, disons, ouais, faut Non. bien réfléchir à la question. On dit bien de blé en farine et pas de farine en pain. Bah oui. J'ai aidé là. Ouais, grave. Donc, est-ce que c'est la panification, la fermentation, la mouture ou l'extrusion? Je savais pas le dire. La bonne réponse était la mouture et on a 8% qui se sont fait piéger, Brian. Tu as raison, il y avait un Mais piège. oui. Donc, comment on transforme en fait du blé à la farine? C'est pour ça qu'on dit du blé à la farine. On a le blé, la mouture et la farine. Ça, c'est vraiment limite 3 chapitres qu'on a vus ensemble aujourd'hui. La panification, c'est pour transformer, oui, la farine est encore... c'est autre chose là, la panification. C'est le développement, c'est lié à la pousse. Alors, prochaine question. Quel est le rôle des amylases dans la farine? Alors, on n'en a pas parlé pendant le cours, mais on va voir. Et après, si tu veux, Christian, tu pourras en parler. Quel est le rôle des amylases dans la farine? Renforcer la croûte du pain, colorer la mie, transformer l'amidon en sucre. Non, mais tu fais...
Transformer l'amidon en sucre fermenticible Non, j'ai pas pour fait exprès, ralentir hein. la fermentation. En fait, il me fait des exercices C'est ça. d'articulation. Transformer l'amidon en sucre fermenticible. Tessible, fermenticible. Déjà, il faut se rappeler Mm. amylase. C'est quoi amylase? Mais qu'est-ce que Les l'amylase? Qu'est-ce que tu dis, Christian? enzymes. Les enzymes. Donc, quels sont le rôle des enzymes amylase dans la farine? Christian vous a donné un indice. Renforcer la croûte du pain, colorer l'ami, transformer l'amidon en sucre fermenticible, ralentir la fermentation. Bon. Allez. Bravo. Je vous C'est quoi la félicite. réponse C'est très bien. Transformer l'amidon en sucre fermenticible. Transformer l'amidon en dextrine, puis maltose, etc. Donc, c'est bien. C'est ça. Bravo, parce qu'on n'en avait pas parlé. Non. Ouais. Je suis fière de vous. Ce sera le prochain cours. Exactement. Alors, on continue sur notre quiz. Attends, on a combien de questions? Alors, nous sommes à la question numéro 12 et on a 15 questions. Et après, on pourra répondre un petit peu à vos questions. Donc, pourquoi un taux d'humidité trop élevé dans la farine est-il problématique? Il rend la pâte plus dure, il favorise le développement des moisissures et d'insectes, il améliore la panification, ce qui est indésirable, ou il rend la farine plus blanche. Donc, pourquoi un taux d'humidité trop élevé dans la farine est-il problématique? Est-ce qu'il rend la pâte plus dure? Est-ce qu'il favorise le développement des moisissures et d'insectes? Est-ce qu'il améliore la panification, ce qui est indésirable? Ou est-ce qu'il rend la farine plus blanche? Et la bonne réponse, 100% de bonnes réponses, il favorise le développement des moisissures et d'insectes. Exactement. S'il y a un taux d'humidité trop élevé dans la farine. Même dans le grain de blé, vous l'avez vu, rien que pour le stockage, c'est bien contrôlé. Vous ne pouvez pas mettre votre cargaison de blé si le taux d'humidité est trop important. C'est retour à la case départ. Après, le blé est asséché pour ensuite être remis en silo. Mais le céréalier a vraiment intérêt à bien respecter ça parce qu'en plus, ça lui évite des allers-retours. Donc, il faut penser à tout ça, le céréalier qui est dans son champ et qui va devoir ramener le blé pour être payé en plus. Donc, quelle civilisation ancienne a largement développé la culture du blé? Les Mayas, les Mongols, les Égyptiens ou les Inuits? Alors, quelle civilisation ancienne a largement développé la culture du blé? Les Mayas, les Mongols, les Égyptiens et les Inuits. Ou les... Ouais, il y a un piège là aussi. Les Il y a Inuits. Je sais de quoi tu parles, à mon avis. Je crois que j'ai compris le piège. Là. Et la bonne réponse... Ah, il y a encore des gens qui répondent. Tu vois quand les gens ont fini de répondre? Non, pas quand ils ont fini, mais je vois effectivement quand il y a des nouvelles réponses. Ouais. D'accord. Quand le taux change, Ok. s'il n'y a pas de de personnes qui cochent la mauvaise réponse, je le vois pas effectivement parce que ça reste à 100%. D'accord. Ah oui. Alors, réponse correcte, les Égyptiens. Et voilà, bon, le piège, c'était bien les Mayas. C'était une histoire de pyramide qui vous a peut-être fait... C'est ça. Alors, les Mayas, c'est le cacao. Mm. Mais quelle civilisation ancienne a largement développé la culture du blé? Ce sont les Égyptiens, évidemment. Alors, avant-dernière question. Quel est le rôle principal de la levure dans la pâte à pain? On l'a vu un petit peu plus haut, quoi. Apporter du goût, produire du sucre,
Produire du gaz pour faire lever la pâte, colorer la mie. Quel est le rôle principal de la levure dans la pâte à pain? On parle bien d'une levure boulangère. C'est un micro-organisme unicellulaire. C'est bien. Ouais. J'adore ce cours. Qui? Attention, je pourrais continuer, mais sinon je donne la réponse. Alors, réponse correcte. On a 100% de bonnes réponses. Donc, c'est bien produire du gaz pour faire lever la pâte. Parce qu'en fait, la levure, on va dire, je vais vous faire une petite métaphore. C'est comme si c'était donc ce micro-organisme mange le sucre. Et quand il absorbe ce sucre, en fait, il dégage, il crée du gaz carbonique, ce qui nous donne en fait les bulles et qui fait panifier et qui fait pousser et lever la pâte. Alors, dernière question. Quelle température est idéale pour une fermentation classique de la pâte? Est-ce que c'est 5 à 10 degrés, 12 à 16 degrés, 24 à 28 degrés ou 35 à 40 degrés? Quelle est la température idéale pour une fermentation classique de la pâte? 5 à 10 degrés, 12 à 16 degrés, 24 à 28 degrés ou 35 à 40 degrés. Et 100% de bonnes réponses entre 24 à 28 degrés. Tiens, j'ai une question, Christian. Tu vois, j'avais fait de la brioche. Quand on fait de la brioche à la maison, comme tous les apprenants, parce que le but du jeu, moi, c'est de réaliser des pâtisseries, des gâteaux dans ma cuisine et pas dans un labo professionnel. J'avais vu, et c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je conseille aussi à mes apprenants, c'est quand on met le four très bas, même si c'est des fours ménagers, souvent, même si tu le mets justement à 20 degrés, c'est toujours trop chaud, ça fait fondre le beurre, ça fait sointer. Donc, je conseille en fait de les mettre dans la maison, laisser dans la maison. L'idéal en fait dans une pièce même humide. Tu vois, moi je mets dans la salle de bain où tu mets en fait pas forcément humide, mais dans une pièce même à température ambiante. Donc ça met beaucoup plus de temps à développer, mais ça fait pas fondre mon beurre. Est-ce que du coup, on va dire pour les apprenants et les personnes qui s'entraînent à la maison, est-ce que toi tu valides cette astuce au lieu de mettre dans le four qui peut être mal réglé parce que c'est pas une chambre de fermentation? Mais ton four, pardon. Ton four, tu le laisses, tu l'éteins ou pas? Tu le laisses? Parce que moi, ce que je fais, je le monte jusqu'à 25, 26. D'accord. Après, je l'éteins. Ah, ok. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut faire fondre le beurre. Je l'éteins et je mets un récipient d'eau tiède, pas chaud, hein, d'eau tiède. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent de l'eau chaude. Et si tu mets de l'eau à 30, 35 degrés, ton beurre, il va fondre. Donc, moi, j'éteins mon four. Je regarde avec mon thermomètre s'il fait environ 27, 28. OK. Donc, j'ai éteint mon four et puis je mets un récipient d'eau tiède tout en bas. Et ça impeccable. D'accord. OK. Bah, j'essaierai. Toutes les pièces sont pas forcément humides et ce qu'on peut craindre, c'est qu'elles croûtent, qu'elles se dessèchent. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Mais j'avais fait ça comme ça avait bien fonctionné. Mais oui, le problème, c'est que ça peut dessécher. C'est pour ça que j'avais mis dans la salle de bain. Je me suis dit, c'était un peu... Alors, il y a une autre méthode aussi, c'est j'ai acheté une serre de balcon. Ah oui. En plastique. Oui. Qui se bien. Et en dessous, j'ai mis justement un récipient d'eau tiède. Ouais. Et ça monte et c'est vrai que c'est impeccable. Ah oui, pas mal. Si vous avez une petite serre ou alors acheter une serre juste pour ça. On trouve ça dans les jardineries ou dans des... Donc il y a des étagères. Ça te fait une chambre de pouce non électrique à moindre coût. Voilà. C'est pas mal ça. Donc, faut savoir se débrouiller hein, quand on... Mais tu préconises donc de l'eau tiède et pas de l'eau chaude? Non, pas de l'eau chaude, sinon ton beurre va se mettre sur la plaque. Et, non. D'accord. Et le four, Laetitia nous dit tu le fais pas tourner. Tu le fais pas tourner. Hein. Oui, bien sûr. Oui, éteint. Ouais, éteint. Ok, parce que c'est bien voilà, d'avoir des astuces
on va dire, version à la maison. On sait que très bien, le jour de l'examen, il y aura une chambre de fermentation, elle Ah sera oui, réglée, il n'y aura pas de soucis. Mais lors de ces entraînements, si on veut être fier du résultat, et c'est vrai que ça arrive mhm. souvent sans le faire exprès, mettre le four trop chaud et de Ah ce oui. fait avoir cette réaction où on a la matière grasse qui fond, qui coule. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir en correction ce genre de... Ouais, ouais, non, mais c'est surtout ouais, ça, et puis les croissants aussi. Les Oui. croissants, pareil, il faut pas les mettre dans un four trop chaud, hein. Mm, mm. 28, tu regardes avec ton thermomètre et après tu éteins ton four, et tu mets ton récipient d'eau tiède. Et, ouais. Parce que comme tu les auras dorés, il va pas sécher. Ça va pas sécher. Et après, c'est tout Ah, bon. il y a quelques questions là. Oui, alors, on a Fanny qui nous demandait, d'ailleurs, est-ce qu'on garde les 6 enveloppes pour faire de la farine complète? Alors, on parlait de farine intégrale pour les 6 enveloppes, c'est bien ça? Ouais. Donc, Fanny, c'est la farine intégrale. Ensuite, four éteint avec une casserole d'eau chaude dedans. Donc, on a dit non, c'était de l'eau tiède. Mhm. On a Christian qui demande même chose si on utilise du levain. Est-ce qu'il faut faire sur four éteint? Est-ce qu'on Le est levain, ça peut être un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 35, 30, 35 degrés, à peu Vu près. qu'il n'y a pas de matière grasse, c'est un peu plus tolérant, quoi. Mais il faut pas Mais non bon, plus tuer la levure, quoi. oui, voilà, au-delà de 50, la levure ou le levain, elle meurt. Donc, Et donc, si elle meurt, elle ne met plus en pratique ses voilà. propriétés où elle mange le Faut libérant gaz carbonique. 35 degrés avec un récipient d'eau tiède, et ça devrait le faire. Ok. On a Christelle qui dit, moi aussi, je le fais dans la salle de bain pour la PLF. Voilà, c'est une astuce. Mais bon, je préfère quand même le four avec l'eau tiède, hein, je ferai ça moi. J'allume la lumière du four pour faire chauffer un peu le four. Je vérifie avec un thermomètre et je mets de l'eau tiède également pour la PLF. Donc voilà. Tout le monde connaît l'astuce, c'est très bien. Alors maintenant, on a encore 10 minutes où vous pouvez en fait nous poser quelques questions. Et puis sinon on va s'arrêter gentiment là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Donc c'est bien, on avait l'impression d'être en petit groupe. Ça fait vraiment cours particulier, je trouve, C'est ça. de farine. Donc c'est intéressant. Après, là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. On est en pleine période d'examen. Tout à fait. Donc, Ah oui. il faudrait, voilà, peut-être sur le fil d'actualité, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires si vous trouvez que c'est intéressant, s'il faut refaire. Des suggestions d'autres cours. C'est ça. Pas obligatoirement que sur la matière première, hein, peut-être sur d'autres cours théoriques. Alors, On a Christelle qui demande si on a des sujets corrigés de techno. Alors, des sujets corrigés, il n'y en a pas. Non, il y a des sujets sur l'Académie de Versailles, Mm. mais corrigés, non. Alors, faut. Non, et je pense pas qu'on puisse y accéder, hein. C'est très verrouillé, hein, on voit hein, quand C'est ça. on assiste, hein, on doit rendre les sujets et en général, on va avoir juste les questions, mais on n'a pas accès aux réponses détaillées. Alors, juste avant que j'oublie, Oui. sur la question des sujets, si vous avez passé vos examens là, que ça soit en boulangerie, pâtisserie ou autre, s'il vous plaît, bon déjà, on remercie toutes les personnes qui ont partagé leur sujet sur le fil d'actualité. Merci beaucoup, ça c'est top. Et puis continuez, parce que ça peut nous aider nous, mais aussi vos camarades qui n'ont pas obligatoirement passé leurs examens. Comme ça va leur un peu les aiguiller sur quoi ils peuvent tomber, même s'ils tomberont pas Même les obligatoirement là-dessus. oui, pas besoin d'avoir la photocopie du sujet, mais même Non, si non, 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 il y en a c'est, beaucoup. par exemple, on a eu une Charlotte aux poires avec des C'est éclairs au ça. café. Donc continuez déjà le partage et puis merci à ceux qui l'ont fait parce qu'il y en a Oui. pas mal qui l'ont déjà fait. Donc ça c'est super. Alors on a Vincent qui nous demande chambre de fermentation. On dort les viennoiseries avant de les mettre à pousser. Oui, avant de les mettre à pousser et avant de les cuire, 2 fois. Voilà, 2 fois. Toujours. Alors, Fanny nous dit, moi j'ai eu une pâte à choux à l'EP2, j'étais trop déçue. Déçue d'avoir de la pâte à choux ou déçue de votre pâte à choux? Non, je pense qu'elle n'a pas eu la pâte à choux. Ah, je n'ai pas eu la pâte à choux, pardon, j'ai pas vu. Ah Ouais. bah oui, ils ont été étonnés, bah ça peut arriver. Oui. Hein.
Mm. Ouais, c'est vrai que, alors, bon, il bouscule un peu les mœurs à chaque fois, hein, on est habitué, voilà, c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, quasiment tous ont eu, de la pâte à choux et puis là, bah, cette année, ils se sont dit: «On va leur faire un petit piège, pop, il y aura pas de pâte à choux». Donc certains n'ont pas eu de pâte à choux, effectivement, c'est dommage. Il y en a qui l'ont eu parce que j'ai vu effectivement des éclairs, glacés Éclair au caramel, caramel. Voilà. chantilly, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu ça tout à l'heure d'ailleurs, la Ah, personne qui, ouais. il y a Fanny qui dit qu'il y avait des mythes dans la farine. Ah, mince. Mauvaise gestion des stocks. Mauvaise gestion des stocks. Christian, il faut intervenir dans ce centre d'examen. Bon, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allez-y, vous avez encore quelques minutes. Sinon, bah, on va stopper pour aujourd'hui. Hein? Et on Qu'est-ce va que se vous en dire pensez? à la semaine prochaine. C'est ça. Et puis, Merci Christian, en tout cas, vraiment, merci, oui. d'avoir Merci à pris vous le deux. temps pour compléter ce cours à nos côtés. Ah, donc On il y a a Vincent qui Vincent qui passe. passe le Ouais. CAP. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. On disait la même chose, donc ça va. Donc, il y a Vincent qui passe le CAP mercredi prochain. Vincent, de toute façon, on croise les doigts pour tout le monde. Vraiment, Oui. on respire, on y va. Lâchez rien. Lâchez rien. Voilà, il faut y croire, il faut bosser, il faut réviser. Pas trop non plus, vous mettez pas trop la pression. Ça sert, voilà. C'est ça, tout à fait. Ça va bien se passer. Merci à tous. Et puis, ben, on va vous souhaiter une belle soirée. Adrienne nous dit merci à vous, format très sympa. Eh ben, écoute, on est ravis que Merci. ça vous plaise. Voilà, bon courage à tous ceux qui vont passer là prochainement les examens. Et puis, excellente soirée à vous. Salut Brian, salut Christian. Merci. Bonne Salut. soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée. Tous Ciao. et à toutes. Bye bye.